Aujourd'hui, c'est notre troisième atelier Comprendre pour agir. On travaille sur la question des jeunes mineurs. Nous avons réalisé un cahier de l'Observatoire dont vous allez avoir la version définitive suite à cet atelier. Il est finalisé, mais nous allons ajuster, y compris avec les pistes d'action qui vont être affinées aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, avec les entretiens quali qu'on a faits, on a déjà dégagé des pistes d'action. Les uns et les autres, les unes et les autres, ont proposé des axes d'amélioration. On va les mettre un petit peu en questionnement aussi cet après-midi et on pourra essayer de dégager 4 pistes. Si déjà on dégage 4 pistes pour nous, mission locale, à mettre en œuvre d'ici 1 an, 2 ans, ce sera déjà très important. Donc ça fait partie aussi du travail. On veut vraiment que ce soit concret et que ce soit utile pour nos actions. Je vais donc vous présenter très succinctement les deux réformes. La première réforme de l'obligation de formation. Donc depuis 2020, tout jeune de 16 à 18 ans doit être engagé dans une situation. C'est une obligation qui est une commande d'État. Donc une situation qui peut être une situation de formation, une situation d'emploi, de contrat d'apprentissage, de service civique, toute autre situation. Si ce n'est pas le cas, il doit être dans tous les cas accompagné par la mission locale vers un parcours d'insertion. Ça, c'est la loi de l'obligation de formation de 2020. L'objectif est simple, c'est ne laisser aucun jeune sans solution. Donc cette mesure vise à lutter contre le décrochage, à sécuriser les parcours, à éviter que des jeunes ne disparaissent des radars entre la fin de la scolarité initiale et l'entrée dans la vie active. Il existe une instance qui s'appelle l'APSAD, que nous co-animons avec justement les CIO et avec aussi 2 autres missions locales de Montpellier qui ont pour objectif, si vous voulez, de traiter des situations de jeunes qui sont repérés comme décrocheurs et justement de pouvoir identifier quels sont les partenaires qui vont être amenés à les accompagner. Ce sont des instances qui regroupent, on va dire, l'ensemble des acteurs locaux qui œuvrent auprès des mineurs, notamment l'éducation nationale, avec les représentants de la MLDS, de la mission de lutte contre le décrochage. Nous avons bien entendu les 2 directeurs CIO de Montpellier, avec Madame Salmeron qui n'est pas là aussi. Nous avons aussi la justice qui est là, la PJJ, le département, France Travail, donc l'ensemble de ces acteurs. Les chefs d'établissement, pardonnez-moi, les chefs d'établissement dont d'ailleurs je remercie la présence, et l'ensemble des acteurs, si vous voulez, de ces acteurs-là, eh bien, effectivement, échangent des situations de jeunes décrocheurs en vue justement de pouvoir, on les repère, et l'objectif étant de pouvoir formaliser l'accompagnement de ces jeunes et d'en assurer aussi le suivi surtout pour éviter la rupture. La deuxième réforme, c'est la réforme des lycées professionnels qui a été mise en œuvre dès 2023, qui vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est mieux accompagner les jeunes dans leur orientation, c'est de renforcer également leurs immersions dans le monde professionnel au travers de stages d'immersion. C'est également de pouvoir favoriser les passerelles entre la voie initiale et le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi, au travers de l'apprentissage notamment. Et enfin, surtout, c'est limiter les sorties sans situation à la fin du lycée professionnel. Ce suivi exige de travailler en partenariat étroit avec les établissements scolaires. Depuis 2024 notamment, nous intervenons justement au titre d'une mesure, une des mesures de la réforme des lycées professionnels qui est Avenir Pro, qui nous amène à intervenir dans les lycées auprès des terminales CAP et des terminales bac professionnels, justement en vue de prodiguer des ateliers thématiques sur le monde du travail, sur les compétences, etc. L'objectif étant de les préparer à la sortie de leur parcours initial professionnel. Voilà, donc ces 2 réformes, que ce soit la réforme de l'obligation de formation ou de la réforme des lycées professionnels, ont eu un impact direct et très important sur l'activité de la mission locale. Ça a contribué, ça a eu un impact important sur le volume des jeunes mineurs qui sont aujourd'hui repérés et accompagnés par la mission locale, mais c'est aussi
aujourd'hui le renforcement de la coordination avec l'éducation nationale et avec bien sûr les CIO qui en font partie. On a essayé en fait de se poser la question sur qu'est-ce qu'on voit nous en accompagnement, qu'est-ce qu'on a vu aussi durant nos interventions en milieu scolaire sur ces jeunes. Alors déjà, une première chose qui est quand même assez intéressante, c'est que oui, ils ont une attention qui est plus fragmentée, ça c'est vrai. Mais ce sont des jeunes qui compensent aussi par une incroyable rapidité d'adaptation. Ils apprennent par petits formats. Ils savent basculer d'une tâche à une autre très vite. Et surtout, enfin moi ce que j'ai vraiment envie de retenir, c'est qu'ils sont tout à fait capables d'engagement, ils sont tout à fait capables de se mettre au travail, ils sont capables de structurer, de construire des choses à une condition. Et celle-là, elle est essentielle, c'est qu'ils trouvent du sens. Du sens à ce qu'on peut tous ici leur apporter. Et du sens à leur poursuite de parcours de vie, en fait. Et ça, c'est une vraie force. On peut aussi remarquer que ce sont des jeunes qui sont en recherche de cohérence, qui sont en attente d'un dialogue authentique, dont ils ne maîtrisent pas toujours les codes. Par contre, pour eux, c'est extrêmement important de se sentir aussi respecté par l'adulte. Et puis dernière chose sur laquelle effectivement cliché n'est pas tant que ça, ce sont des jeunes qui sont fragiles. Leur santé, et notamment leur santé mentale, est extrêmement fragile parce qu'ils vivent, ils évoluent depuis qu'ils sont tout jeunes dans un monde qui va vite, qui change vite, avec des codes qui changent. Et c'est vrai que c'est aussi un facteur pour eux de fragilité, auquel là encore, je crois qu'on en a tous... Je vois ici des partenaires avec qui on échange souvent. La question de la santé mentale, elle est effectivement extrêmement importante. Ce sont des jeunes qui ont aussi souvent une anxiété sociale qui est très forte. On peut constater, on pourrait se dire, ils sont jeunes, ils sont mobiles, ils sont hyper connectés. Et bien on peut constater que parfois le simple fait de prendre les transports en commun est un vrai problème. Que dans le cadre de l'accompagnement, on doit parfois adapter les horaires auxquels on fixe des rendez-vous, parce qu'il y a moins de monde dans les transports. Donc du coup, ils sont moins angoissés de venir. Évidemment, on repère énormément de troubles cognitifs. Si on parle de TDA, TDAH, j'imagine de 10, multi-10, j'imagine que ça parle un petit peu à tout le monde dans cette salle. Oui, effectivement, c'est un problème qu'on constate de plus en plus. Ces troubles peuvent être repérés, accompagnés, déjà travaillés avec des professionnels, ou pas du tout repérés. C'est des trucs qui ont pu passer sous les radars en fait pendant très longtemps. Plus on comprend ce qui se passe à nos places respectives, dans nos fonctions respectives, dans nos institutions respectives, plus on va avoir d'éléments qui vont nous permettre, encore une fois ensemble, de réfléchir. Réfléchir à des pistes complémentaires, parce que pour accompagner cette jeunesse, il y a évidemment un versant éducatif, un versant insertion, un versant santé, un versant socio-culturel. Et le seul objectif, en fait, finalement, que nous poursuivons tous, c'est les aider à sécuriser leur parcours. Au niveau de l'éducation nationale, donc on a relancé depuis cette année donc une concertation en début d'année dernière et donc construire un nouveau plan à venir qui existait déjà avant, qui avait d'autres noms, mais on remet un coup de projecteur important dessus, ce qui est une bonne chose. Donc avec l'objectif de permettre aux élèves de construire un parcours adapté à leurs aspirations, tout en développant des compétences nécessaires dans un monde professionnel en constante évolution. Si on reprend ça, on le reverra tout à l'heure, au niveau des compétences, quelles sont les compétences nécessaires. Mais donc là, on reprend donc la définition du Conseil européen. Ce plan à venir, c'est un plan d'action pour l'orientation qui a pour ambition une orientation plus juste pour chaque élève en conciliant l'épanouissement personnel et les besoins économiques du pays. Pourquoi une orientation plus juste pour chaque élève? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le système n'était pas forcément égalitaire. Où sont les inégalités? Elles sont de trois genres là-dessus, pour travailler au niveau social, au niveau du genre et au niveau territorial. Alors, en territorial, on est plus sur rural, ville, mais on peut le prendre à l'intérieur de la ville, sur les quartiers et le centre-ville, par exemple. Donc, quand on voit permettre à un élève de construire un parcours adapté, on parle d'épanouissement personnel. En considérant les besoins économiques du pays, on
travaille aussi la connaissance de l'environnement socio-économique. Donc, après, les places qui sont ouvertes en formation, elles sont aussi en lien avec la politique à ce niveau-là. Donc, on va plutôt rester sur l'épanouissement personnel. Donc, une orientation plus juste conciliant l'épanouissement personnel. Alors, qu'est-ce que l'épanouissement personnel? On se rend compte que bien souvent, là-dessus, on a un lien entre, quand on a identifié nos valeurs, nos besoins, et qu'ils sont en cohérence avec nos comportements, il y a beaucoup moins de soucis de santé mentale. Donc une forme d'authenticité qui nécessite une introspection, de bien se connaître, de savoir de quoi on a besoin, on a envie, quelles sont nos valeurs, et à ce moment-là, il y a quand même beaucoup plus de facilité. Donc un petit zoom rapide sur la santé mentale, parce que c'est quand même un sujet qui est plus qu'à la mode. La santé mentale, on l'entend souvent sur le côté pathologique. Quand on parle de santé physique, on ne parle pas de la maladie. On pense plutôt comment faire pour être en bonne santé physique. Donc là, au niveau de la santé mentale, sur la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être, la santé mentale, qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie. Donc, par le moment, la vie, c'est pas linéaire, c'est comme une orientation, il y a des hauts, il y a des bas, mais donc logiquement, on devrait être capable de faire face à ces difficultés, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ça fait 4 ou 5 ans en arrière. Mais la première des choses, c'était de les rassurer, de créer ce lien de confiance avec eux et de leur dire voilà l'école, ça, parce que pour eux l'école, ça revient à l'estime de soi, ce n'est pas fait pour moi. Oui. Et la confiance en soi, c'est je n'arriverai jamais. Oui. On est là. Et pour arriver à l'apprentissage qui est un processus, c'est très compliqué. Et je rajouterai ce que disait Michel, c'est-à-dire c'est l'appartenance. Voilà. Quand vous rassemblez tout ça, vous arriverez à quelque chose. Pour répondre très directement à votre question, mais des petites choses il y a quelque chose que j'ai vu et que je vois fonctionner chaque fois que c'est mis en place. Alors je vais remplacer le mot éduquer, parce que c'est trop lourd, trop connoté. Je vais remplacer le mot éduquer par accompagner, c'est accompagner au choix. Quand on amène un jeune à choisir, à faire des choix, en lui permettant de bien voir les conséquences de ses choix, ça permet d'obtenir des résultats et de l'engager pour revenir à la mobilisation. Et là, juste pour compléter, ça a été dit tout à l'heure, on est dans la pédagogie de l'orientation. À certains moments, il faut donner des outils, des compétences et des méthodes pour que l'élève puisse construire son projet et après choisir. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est le subi. Et oui, et particulièrement... La définition de l'échec est là, c'est quand on suivi, on arrive, au bout de 2-3 mois, on s'en rend compte si on n'est pas fait pour ça, l'histoire d'échec est là, et c'est très très violent. Et en particulièrement au lycée professionnel, moi j'ai été hyper sensible à ça, en fait à des jeunes qui étaient en bac pro sur des filières industrielles, donc avec des débouchés à la clé du bac pro. Donc ils arrivent en dernière année de bac pro quand même, enfin donc ça veut dire qu'ils ont tenu quand même pendant plus de 2 ans, enfin ils sont vraiment dans la dernière ligne droite. Il y a des débouchés qui peuvent être même assez sympas et il y en a plein qui m'ont dit mais nous on est là parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On était trop mauvais pour aller ailleurs. Et là vous vous dites mais c'est dingue parce qu'ils ont vachement de compétences ces jeunes en fait, mais elles sont pas valorisées parce qu'ils estiment qu'ils sont pas dans le bon lycée, que leur filière elle vaut rien, qu'ils n'ont pas eu le choix. Et qu'ils n'ont pas eu le choix, ouais. Donc on se retrouve avec cette obligation scolarité 16 ans qui n'est pas respectée. Et du coup, on les reçoit. Moi, donc j'ai eu une vague comme ça de jeunes, jeunes majeurs, ou encore mineurs, on est vraiment sur ce... Et du coup, grâce à la mission locale, ils vont pouvoir faire des immersions d'entreprise. Mais suite à l'immersion d'entreprise, donc s'ils n'arrivent pas à trouver leur projet, ok, on continue, etc. On travaille le projet, mais on va se retrouver dans la difficulté. Par exemple, j'ai des jeunes qui font leur immersion. Voilà, c'est un jeune qui souhaite... il fait du karaté depuis 10 ans, il fait son immersion là-dedans et il aimerait faire, ça lui plairait. Et du coup, on se retrouve bloqué avec les parents et l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, si l'immersion, du coup, ça se passe bien, ils ont défini le projet,
mais il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas... le 2C, ben, ça ne va pas parce que c'est l'école. Et il y en a beaucoup justement, parce qu'on disait justement sur le décrochage scolaire, mais qui sont devenus phobiques le 2C, ça reste de l'école. Ça peut fonctionner pour certains, mais qui n'ont pas eu qui l'associent encore à l'école. L'école, l'éducation, le système, etc., etc. Et ça ne fait pas partie de... Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, c'est vraiment, agir, mais comment? Puisque du coup, leur problématique, c'est une formation, mais la formation, il y a quand même un enseignement général à avoir. Et des prérequis. Et des prérequis, etc. Et on se retrouve vraiment coincé. Ces jeunes-là. Et du coup, peut-être qu'il y en a qui ont des idées sur ça, parce qu'en fait, il y en a, toi tu me dis déjà c'est la 6e, c'est au collège, et il y en a déjà c'est depuis un élémentaire. Et effectivement, ce qui est compliqué, et quand souvent ils disent non, je ne peux pas me former, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le niveau. Et moi souvent je les fais écrire. Quand on écrit le truc, je dis, quand je dis tu sais écrire, tu sais lire, oui. Mais après, du coup, je dis prends note pour le prochain rendez-vous, et là je me rends compte. C'est vrai qu'avant, on avait Lexio pour la remise à niveau, parce qu'on ne peut pas les envoyer à l'EDC, le niveau est trop élevé. Et pour faire une formation, même si c'est un CAP, il faut avoir quand même, il y a des prérequis comme tu dis, et s'ils ne l'ont pas, c'est pas possible. Donc, Lexio, on l'avait avant, sauf qu'on sait que les places, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est là où nous, professionnels, on se retrouve aussi très démunis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, la liste d'attente était trop longue, et en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Comme tu dis, il va faire une immersion, il valide son projet, il faut qu'il se forme. Mais pour se former, il va te dire non, mais c'est pas un non, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas le niveau. Donc, à part Lexio, enfin, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui connaît un autre. C'était le projet, c'est avec le CRFP, c'est l'alphabétisation, c'est qui ont au niveau très voilà. Mais pas du FLE, c'est-à-dire que c'est des personnes. Voilà, comme ils disent, parce qu'il y en a qui me disent 6e, mais ils écrivent, ils ne savent pas écrire leur nom. Mais ils ont arrêté depuis plus longtemps que ça. Voilà. Parmi ce qui a été abordé, il y aura le développement un peu plus tard, mais parmi ce qui a été abordé, 4 pistes ou axes d'amélioration en perspective qui ont été abordés. Une proposition de piste sur développer ou en tout cas mutualiser ou mieux identifier la formation en santé mentale au niveau des professionnels, accompagnement de tous bords. On avait parlé du PSSR notamment, entre autres. Ensuite, on avait abordé, donc c'est déjà utilisé, mais continuer de développer ou de valoriser ou de promouvoir en tous les cas les techniques des petits pas, dans le but de valoriser toutes les étapes du parcours qui peuvent être réalisées par les jeunes et développer tout ce qui peut être positif et bénéfice derrière. Et enfin, on avait parlé de différentes, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais enfin, en tous les cas de différentes instances ou comités. Donc on a parlé du comité local entreprise, on a parlé de la belle et de la cité éducative aussi notamment. Voilà, donc ce type d'instance de rencontre où chacun des acteurs locaux peuvent œuvrer ensemble, comme ils le font déjà, mais toujours en progression. Pour aller d'abord sur les pistes, la première piste, eh bien, elle ressemble à la vôtre et c'est même la même. C'est déjà apprendre à se connaître parce que effectivement, on a chacun, l'ensemble des acteurs ont des compétences, mais pour lesquelles finalement on n'est pas toujours au fait des compétences de son voisin. Alors l'idée, c'est bien sûr de mutualiser, de prendre connaissance. Et la deuxième piste, ce serait de pouvoir organiser, pourquoi pas, de créer une plateforme, alors qu'il ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce serait une plateforme partagée des interlocuteurs, afin qu'on puisse justement orienter le jeune au regard du besoin dans le cadre de son accompagnement. La troisième proposition de piste, c'est de promouvoir auprès du monde de l'entreprise les filières professionnelles qui sont aujourd'hui qui correspondent davantage aujourd'hui à la réalité du terrain, plutôt que d'aller vers... en tout cas, de faire en sorte que les employeurs, l'entreprise soient au fait des diplômes qui existent, notamment les diplômes professionnels. Et de faire en sorte de pouvoir favoriser la mise en professionnalisation des jeunes qui n'ont pas le niveau scolaire pour accéder à un diplôme d'éducation nationale qui demande des prérequis, notamment au niveau des fondamentaux. Et de pouvoir justement faire en sorte de favoriser justement cette connaissance des diplômes professionnels.
professionnalisant. On a évoqué aussi les mineurs qui ont décroché depuis longtemps. Des mineurs qui ont décroché parfois depuis l'âge de 11-12 ans et qui n'ont malheureusement pas les fondamentaux qui peuvent leur permettre de construire un projet professionnalisant par le biais de l'accès à une qualification. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte de réfléchir à une façon dont on pourrait intégrer les jeunes avec le monde de l'entreprise, le monde de l'éducation nationale aussi, mais intégrer le jeune dans le monde de l'entreprise avec l'objectif de faire émerger des compétences, des aptitudes, et donc après des compétences qui feraient en sorte que l'employeur matcherait à se dire bah, tiens, ce jeune-là, d'accord, il n'a pas de diplôme, mais il a les capacités, pour y arriver. Donc on est un petit peu sur la méthode IOD qui a existé, qui existe toujours d'ailleurs, qui a pour objectif justement de faciliter l'insertion professionnelle de personnes qui ne sont pas qualifiées. Et donc certains de nos mineurs et de nombreux de nos mineurs qui sont décrocheurs sont aussi dans cette difficulté-là.